Aujourd'hui, Paris, 1791. La Révolution française est en pleine ébullition, et le roi Louis XVI n'est plus qu'un souverain suspendu. Mais que se passe-t-il dans cette ville qui devient le théâtre des espoirs révolutionnaires et des peurs les plus sombres? Pendant cet interrègne, Paris est un véritable champ de bataille idéologique et émotionnel. Des rues aux salons, des théâtres aux églises, c'est une effervescence perpétuelle. Plongeons dans ce Paris chaotique et fascinant. En 1791, après la fuite avortée à Varennes, Louis XVI n'est plus qu'un roi de nom. Suspendu par la volonté de l'Assemblée nationale, il devient un spectateur impuissant de sa propre déchéance. Paris, la capitale révolutionnaire, incarne alors tous les paradoxes de cette époque. Espoir d'un avenir radieux pour certains et crainte d'un effondrement total pour d'autres. Les journaux qui pullulent à cette époque reflètent cette division. Selon les révolutions de France et de Brabant, de Camille Desmoulins, Paris est le cœur battant d'une révolution qui danse sur un volcan. Les Jacobins réclament plus de réformes, tandis que les royalistes rêvent encore d'un retour à l'ordre monarchique. Dans les rues, les contrastes sont saisissants. Ici, des foules enthousiastes acclament les nouvelles idées républicaines. Là, des attroupements hostiles dénoncent la désacralisation de la monarchie. Sur les places publiques, les discours passionnés d'orateurs amateurs enflamment les esprits. Les Parisiens, avides de spectacles, assistent à ces débats comme à une pièce de théâtre, tantôt enjouée, tantôt furieux. Les théâtres deviennent eux-mêmes des champs de bataille. À la Comédie-Française, Charles IX de Joseph Chénier provoque des débats houleux. Les royalistes applaudissent frénétiquement les passages dénonçant la violence, tandis que les républicains sifflent avec rage, y voyant une critique à peine voilée de la Révolution. Au théâtre de la Nation, Athalie de Racine connaît un sort similaire. Les chœurs majestueux de Gossec exaltent certains partisans du trône, tandis que d'autres, plus radicaux, détournent les anathèmes bibliques pour les diriger contre Marie-Antoinette, vue comme une fille de Jézabel. Ces affrontements théâtraux ne sont qu'un reflet des tensions qui agitent les salons et les rues. Paris tout entier semble devenu une immense scène où se joue une tragédie historique. La presse, véritable moteur de l'opinion publique, est plus violente que jamais. Chaque matin, des dizaines de journaux envahissent les cafés et les carrefours, où ils sont lus à voix haute par des crieurs publics. Camille Desmoulins, dans un de ses éditoriaux, décrit cette frénésie. Les journalistes sont devenus les procureurs de la nation. Ils dénoncent, jugent et condamnent quotidiennement. Marat, dans L'Ami du peuple, appelle à des purges pour garantir la survie de la Révolution. Fauchet, Condorcet et même Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses, rivalisent de virulence pour capter l'attention du peuple. Les critiques modérées sont balayées par un torrent de pamphlets incendiaires. Même la religion n'échappe pas à cette vague de discorde. Les églises, autrefois lieux de paix, deviennent des champs de bataille spirituels. Les fidèles boycottent les messes célébrées par des prêtres constitutionnels, considérés comme des traîtres par l'Église de Rome. Dans des murmures indignés, les croyants murmurent que le Christ est crucifié une seconde fois. Marie-Antoinette elle-même se serait confiée à une dame de sa cour en ces termes. « Il n'y a plus de refuge, ni pour le trône, ni pour l'autel. Même Dieu semble nous avoir abandonnés. » En juillet 1791, Paris assiste à deux grandes célébrations. La translation des cendres de Voltaire au Panthéon et la fête de la Fédération. Ces événements, conçus pour unir le peuple autour des idéaux révolutionnaires, révèlent au contraire les fractures qui déchirent la nation. Lors de la procession de Voltaire, le cercueil est porté triomphalement sur un char décoré de fleurs et de lauriers. Des acteurs déguisés en muses et en poètes antiques l'entourent. Mais la pluie torrentielle vient gâcher la fête. Les statues de carton doré s'effondrent, et les participants, couverts de boue, retournent chez eux, désabusés. Quelques jours plus tard, la fête de la Fédération se termine dans une atmosphère bien différente de l'année précédente. Les acclamations sont plus tièdes et les sourires moins francs. Le point culminant de ce mois agité est l'émeute sanglante du Champ de Mars. Alors que les Parisiens se rassemblent pour signer une pétition demandant la destitution de Louis XVI, la garde nationale, dirigée par Lafayette, ouvre le feu sur la foule. Les corps s'amoncellent et une vague de panique traverse la capitale.
Dans son journal, un témoin écrit « Le sol du champ de Mars est jonché de cadavres. Le peuple, hier encore si confiant, se demande aujourd'hui si cette révolution n'est pas en train de dévorer ses propres enfants. » Paris, 1791. Une ville déchirée entre espoir et chaos, où chaque rue, chaque place, chaque institution reflète les tensions d'une nation en pleine transformation. La suspension de la royauté marque un tournant dans la Révolution française, un moment où les idéaux sont mis à l'épreuve de la réalité brutale. Mais derrière le tumulte, une question demeure. Cette fièvre révolutionnaire mènera-t-elle à un renouveau ou à une destruction totale? Si ce voyage dans le passé vous a captivé, abonnez-vous à Rencontre avec l'Histoire pour d'autres récits où le passé prend vie. Merci et à bientôt pour de nouvelles explorations historiques.